Il était l'homme qui a illuminé le monde, puis a disparu. Alors qu'Edison recevait le crédit, Nikola Tesla construisait discrètement des machines capables d'alimenter sans fil des villes, de déplacer des navires sans carburant et même de contrôler des drones dans les années 1880. La plupart de ces inventions ont été enterrées, volées ou effacées jusqu'à présent. Car ce qu'un groupe d'ingénieurs vient de reconstruire dans un garage éloigné vous laissera absolument stupéfait lorsque vous verrez ce que cela fait. Numéro 1. Introduction à la vision de Tesla. Nikola Tesla n'était pas né pour l'époque dans laquelle il vivait. Il n'était même pas né pour les heures. Il appartenait à un avenir si radical, si peu façonné par le profit et le pouvoir, qu'il rendait le monde qui l'entourait mal à l'aise. Pendant que les gens s'affairaient à enrouler des fils de cuivre autour des villes et à applaudir Edison pour avoir éclairé des bâtiments une rue à la fois, Tesla était dans son propre monde, construisant un système qui n'avait absolument besoin d'aucun fil. Un système qui utilisait la Terre, le ciel et l'espace même entre les deux comme autoroute pour l'énergie. Pour la plupart, cela ressemblait à de la magie. Mais pour Tesla, c'était une science attendant d'être comprise. Et Tesla n'essayait pas de garder cette vision pour lui. Il était prêt à l'enseigner au monde. Son idée? L'énergie sans fil. Mais cette croyance ne venait pas de nulle part. Tesla est arrivé à New York en 1884 avec une valise pleine de croquis, de calculs et un seul objectif: obtenir le soutien de Thomas Edison pour son invention, un système de moteur à courant alternatif. Il croyait que le courant alternatif était l'avenir. Edison ne le croyait pas. Edison était profondément investi dans le système de courant continu, qui était inefficace, limité en portée et nécessitait des stations tous les quelques pâtés de maison. Mais c'était le sien, et il n'était pas prêt à changer. Au lieu de soutenir le rêve de courant alternatif de Tesla, Edison lui fit redessiner une centrale de courant continu sur Pearl Street dans le Lower Manhattan. C'était la première fissure dans leur relation de travail. La seconde est arrivée rapidement, un différend financier qui laissa Tesla sans rémunération et désillusionné. Les deux se séparèrent et la guerre des courants commença. Puis vint George Westinghouse. Westinghouse vit quelque chose en Tesla que Edison avait ignoré. Un homme non seulement inventant des machines, mais redéfinissant la façon dont le monde fonctionnerait. Il finança les moteurs à induction à courant alternatif de Tesla, des dispositifs qui allaient nous révolutionner silencieusement la vie urbaine. Il ne produisait les pas d'étincelles comme les moteurs à courant continu. Il n'avait pas besoin d'aimants permanents coûteux. Il fonctionnait sur un champ magnétique rotatif propre et efficace, le même principe de base qui alimente encore la plupart des moteurs électriques aujourd'hui. En 1896, Tesla avait conçu le système hydroélectrique des chutes du Niagara. L'eau se transformait en énergie. L'énergie éclairait les villes. Une mer avait gagné. Edison avait peut-être eu les gros titres, mais Tesla avait l'héritage. Leur affrontement allait finalement inspirer un film des décennies plus tard, The Current War, avec le génie tranquille de Tesla prenant enfin le devant de la scène. Mais Tesla ne s'est pas arrêté aux moteurs ou aux centrales électriques. Ce n'était pas suffisant. De 1892 à 1894, il travailla sur ce qu'il appelait un oscillateur, un système capable de convertir l'électricité en ondes radio à haute fréquence. Il testait les fondements de la radio avant que le monde n'ait même un mot pour cela. Sons, signaux, énergie, tout transporté invisiblement sur de longues distances. Il ne pensait pas seulement à la communication, il pensait à la transmission aux distances. Il ne pensait pas seulement à la communication, il pensait à la transmission, à l'énergie diffusée à travers la planète sans fil. Lorsque le calendrier est passé à 1899, il a emmené cette vision à Colorado Springs, hautes altitudes, air section. Ce qui s'est passé ensuite donne encore des frissons aux historiens. Lors d'une de ces expériences, Tesla réussit à alimenter sans fil 200 ampoules à plus de 25 miles de distance, n'utilisant que la Terre comme conducteur. Pas de ligne de transmission, pas de réseau électrique, juste des fréquences accordées et un intellect brut. Les personnes à proximité commencèrent à entendre des bourdonnements étranges. Certains dirent alors qu'ils voyaient des arcs de lumière fuser à travers le sol. Quelques-uns jurèrent que le ciel au-dessus du laboratoire de Tesla pulsait avec des tempêtes électriques surgies de nulle part. Les habitants de la ville ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de vivre, seulement que cela ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient en vue auparavant. Tesla éclairait des ampoules à des kilomètres de nord. Distance, et ce faisant, il éclairait l'avenir. Et pourtant les applaudissements n'arrivaient jamais.
car la vérité est que la plupart du monde ne voulait pas de ce qu'il offrait. Il n'était dit pas prêt. Tesla était brillant, oui, mais cette brillance le rendait dangereux. Pas pour les gens, mais pour les entreprises, pour les titans de l'industrie qui venaient de dépenser des fortunes à construire des centrales électriques, à accabler des villes et à enfermer l'énergie derrière des étiquettes de prix. Les idées de Tesla ne correspondaient pas à leur modèle. Elles ne pouvaient pas être mises en bouteille, taxées, dignes ou mesurées. Il ne vendait pas d'énergie, il voulait la donner. Et dans le monde du capital, rien n'est plus menaçant qu'un cadeau. Pourtant, Tesla ne fléchit pas. Il avançait comme un homme possédé, ses carnets remplis d'idées non seulement pour l'énergie, mais pour une société libérée par elle. Il imaginait des villes sans pollution, des véhicules qui n'avaient été jamais besoin de faire le plein, des lignes alimentées par le sol sur lequel elles se trouvaient. Dans chaque plan sauvage et chaque nuit blanche, Tesla croyait que l'avenir lui appartenait, pas parce qu'il le revendiquait, mais parce qu'il l'avait déjà vu. Et cet avenir, il avait un nom. Numéro 2. La tour de Wardenclyffe. Mais avant d'entrer dans cela, si vous n'avez pas encore cliqué sur « Aimer » et « S'abonner », allez-y maintenant. La tour de Wardenclyffe. La tour de Wardenclyffe s'élevait comme un gigantesque point d'exclamation au-dessus de la côte de Long Island. En 1901, la construction commença sur ce qui allait devenir le projet le plus ambitieux et mal compris de Tesla, la tour de Wardenclyffe. Mesurant 57 mètres de haut, couronnée d'un dôme en cuivre presque aussi large qu'une maison, la tour ressemblait moins à une antenne radio et plus à quelque chose sorti du plan d'une autre planète. La tour n'était pas construite pour envoyer des messages. Elle était construite pour envoyer de l'énergie. À travers les océans, à travers les continents, sans fil. Elle devait prendre l'électricité d'une source centrale, la pulser à travers le sol à l'aide de tiges métalliques et de chambres souterraines, et permettre à quiconque, n'importe où, d'accéder à cette énergie, tant qu'ils étaient accordés à la bonne fréquence. Pensez-y comme à la radio, mais au lieu de capter du son, votre maison capterait de l'énergie. Il l'appelait le système mondial, sans fil, et il pensait chaque mot. Au début, les gens écoutaient en... JP Morgan, l'un des plus grands banquiers de l'époque, soutenait Tesla avec 150 000 $, une fortune à l'époque. Il croyait en la capacité de Tesla à révolutionner la communication. Mais cette croyance avait une limite, car lorsque Morgan posa la question désormais célèbre « Où puis-je mettre le compteur ?» Zrenia, l'illusion se fissura. Morgan ne finançait pas une révolution, il finançait un produit. Et une fois qu'il réalisa qu'il n'y avait pas de compteur, pas d'étiquette de prix, pas de moyen de contrôler ou de tirer profit de ce nouveau type d'énergie, le soutien se tarit du jour au lendemain. Le financement de Tesla fut coupé, sa réputation empoisonnée, et pourtant la tour continua de s'élever. Les habitants commencèrent à signaler des événements étranges, des radios captant des signaux fantômes, des vibrations étranges dans le sol, des éclats de lumière sans tempête en vue. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. Certains disaient que la tour pouvait tirer de l'énergie à travers l'Atlantique. D'autres murmuraient craignant des histoires de rayons de la mort et de surveillance gouvernementale. Selon des rapports épars, l'armée commença à surveiller de près le site. Et puis, tout à coup, c'était fini. La tour n'a jamais été complètement achevée. En 1917, elle fut démolie. Tesla était en faillite. Ses rêves étaient éparpillés comme les plans qui avaient autrefois tapissé les murs de son laboratoire. Même après l'effondrement de Wardenclyffe, Tesla ne laissa jamais tomber la vision. Sa santé déclina. Ses ressources s'épuisèrent. Mais dans des chambres d'hôtel à travers New York, il continua à griffonner. Formules, fréquences, croquis de machines qui pouvaient en bourdonner avec la même énergie invisible qu'il avait autrefois envoyée à travers le sol du Colorado. Le monde cessa d'écouter, mais Tesla ne cessa jamais de transmettre. Numéro 3. Abandon et obscurité. Après la chute de Wardenclyffe, la vie de Tesla glissa vers quelque chose de plus calme, quelque chose qui ressemblait à un exil, mais qui n'était pas forcé, pas officiellement. Il n'était pas banni par la loi, mais par l'indifférence. L'homme qui avait autrefois électrisé l'exposition universelle et stupéfait les scientifiques en allumant des lampes sans fils, sans carburant, sans flamme, était devenu un fantôme avec un nom trop grand pour être effacé, mais trop encombrant pour être mentionné. Au début des années 1900, Tesla dérivait non seulement financièrement, mais à travers un monde qui ne le voyait plus. Il vivait seul, principalement dans des chambres d'hôtel, souvent payées par des amis sympathiques ou des brevets en attente.
Ses repas étaient et frugaux, ses journées passaient à nourrir des pigeons et à remplir des carnets d'idées qui ne verraient jamais le jour. La presse l'appelait excentrique. Les investisseurs le qualifiaient étant d'instable. Mais Tesla n'était pas brisé, il était exclu. Et la boîte était étiquetée, trop perturbant pour être réel. Chaque fois qu'il tendait la main avec une nouvelle proposition, une nouvelle version de son système énergétique, les portes restaient fermées. Le monde était passé à autre chose. Il avait choisi les combustibles fossiles. Il avait choisi le profit. Il avait choisi la commodité. Et Tesla, l'homme qui avait essayé de lui donner quelque chose de mieux, était réduit à du folklore. Quand il mourut le 7 janvier 1943, dans la chambre 332 de l'hôtel new-yorker, il était seul. Pas de foule, pas de fanfare, juste un dernier souffle et un silence que le monde prit pour une fin. Mais le silence ne dura pas. Quelques heures après sa mort, quelque chose d'étrange se produisit. Des agents fédéraux pénétrèrent dans la chambre. Les documents de Tesla, ses notes, ses plans, ses dispositifs inachevés, furent saisis sous le prétexte de la sécurité nationale. Une partie de cela serait éventuellement retournée à sa famille. Une autre partie ferait son chemin dans des archives. Mais de grandes parties du travail de Tesla, elles disparurent. Pas de traces, pas d'accès, pas d'explication. Et c'est là que le mystère commença vraiment. Car l'idée que Tesla avait échoué n'était pas entièrement vraie. Il avait peut-être perdu la tour, le financement, les projecteurs, mais il n'avait pas perdu la science. Elle était toujours là, enfouie dans des formules, des croquis et des machines théoriques. La seule différence maintenant était que personne ne voulait en parler. Mais un siècle est un long moment pour enterrer quelque chose. Numéro 4. Reconstruction moderne. Le XXIe siècle a apporté un étrange retournement. Alors que les coûts de l'énergie augmentaient, que les combustibles fossiles perdaient en leur faveur et que le changement climatique se transformait en une panique mondiale plutôt qu'en un débat scientifique, les gens commencèrent à regarder en arrière, non pas par nostalgie, mais à la recherche de réponses. Et dans le rétroviseur de l'histoire, un nom refusait de s'estomper. Tesla. Ces idées, autrefois considérées comme trop folles pour les manuels scolaires, commencèrent à apparaître dans des vidéos YouTube, des forums open source et des blogs d'ingénierie DIY. Et ce n'était plus seulement de la théorie. Les gens construisaient, expérimentaient, jouaient avec des rotors et des aimants, essayant de recréer le rêve de l'énergie propre sans fil. Et au centre de ce mouvement, prenant lentement de l'élan, se trouvait un seul dispositif, le moteur Liberty. Ce n'était pas un produit poli d'une grande entreprise technologique. Il n'est pas arrivé à un salon professionnel avec des équipes marketing et un buzz médiatique. Non, il venait de garages, de jardins, des mains d'ingénieurs qui croyaient encore en ce que Tesla avait essayé de faire. Il ne suivait trop pas des schémas d'une entreprise. Il suivait pas des fragments, des notes fuitées, des brevets cryptiques, des interviews datant de plusieurs décennies. Et d'une manière ou d'une autre, à travers le bruit, ils commencèrent à entendre ce que Tesla essayait de dire. Les ingénieurs utilisaient les principes fondamentaux de Tesla, la résonance, le couplage inductif et le retour magnétique, mais les fusionnaient avec des matériaux modernes. Au lieu d'un immense dôme en cuivre, ils utilisaient des aimants en néodyme compact, des bobines de transformateurs à micro-ondes récupérées et des rotors en alliage aluminium-argent léger. Cela avait l'air modeste, presque comme un projet de foire scientifique, jusqu'à ce qu'il soit allumé. Au début, seules quelques personnes remarquèrent. De petites chaînes YouTube téléchargèrent des vidéos montrant une étrange petite machine alimentant des lumières et des outils sans source d'énergie visible. Les commentaires étaient remplis de doutes, puis d'émerveillement, puis de théories du complot. Était-ce réel? Comment cela fonctionnait-il? D'où venait l'énergie? Puis vinrent les vidéos de démontage. Non coupées, sans montage, juste des mains démontant chaque pièce, montrant chaque fil, chaque bobine, chaque aimant. Il n'y avait pas de batterie, pas de compartiment de carburant secret, juste un rotor tournant, une bobine bourdonnante et une sortie. De l'électricité réelle et utilisable, mesurée avec des compteurs ordinaires. La sortie était constante, 230 volts en courant alternatif, le même utilisé dans des millions de foyers à travers le monde. Et ce n'était pas un coup de chance. Les tests furent répétés. Des constructeurs indépendants recréèrent le design en utilisant des matériaux différents, et bien que toutes les versions ne fonctionnent pas, beaucoup le faisaient. La clé était la précision. Accorder les bobines, ajuster l'espacement magnétique, réduire la résistance à un murmure. Quand c'était bien fait, les résultats étaient indéniables. Énergie, hors réseau, propre et sans fil. Cela ne correspondait pas à la physique traditionnelle, du moins pas parfaitement. Certains l'ont qualifié d'escroquerie.
D'autres ont accusé les constructeurs de tromperie. Mais ceux qui creusaient souvent plus profondément voyaient autre chose. Des échos des théories originales de Tesla. Pas de mouvement perpétuel, pas de magie. Juste une forme d'énergie que nous n'avions pas encore pleinement comprise. Tout comme Tesla l'avait toujours affirmé. Alors que le moteur Liberty gagnait en attention, des murmures commencèrent à nouveau. Cette fois, pas au sujet de la santé mentale de Tesla, mais au sujet du silence. Pourquoi cela n'était-il pas dans les nouvelles ? Pourquoi les universités ne se bousculaient-elles pas pour le tester ? Pourquoi certains brevets étaient-ils discrètement refusés ou classés ou bloqués dans d'interminables boucles juridiques ? Les parallèles étaient impossibles à ignorer. Tesla leur avait montré cela il y a plus de 80 ans, et maintenant quelqu'un le leur montrait à nouveau. Mais cette fois, les gens regardaient en. Alors, décomposons comment cela fonctionnait. Pas dans un langage sauvage et spéculatif, mais dans les principes auxquels Tesla lui-même croyait. Numéro 5. Démonstration de fonctionnalité. Le moteur Liberty utilise ce qu'on appelle le couplage inductif résonant. C'est le même principe qui sous-tend le fonctionnement des chargeurs de téléphone sans fil. Lorsque deux bobines résonnent à la même fréquence, l'énergie peut être transférée à travers l'air entre elles. Mais ce que Tesla et ses ingénieurs modernes ont fait, c'est agrandir et affiner ce principe. Au lieu de petites deux spirales de cuivre chargeant un téléphone sur quelques centimètres, ils ont créé des bobines accordées capables de transmettre de l'énergie sur des mètres d'espace ouvert. La clé était la résonance, comme frapper une cloche et voir une autre vibrer à l'autre bout de la pièce en parfaite harmonie. Le moteur Liberty a utilisé cette astuce avec des impulsions magnétiques parfaitement espacées pour pousser l'énergie de son rotor tournant vers des champs de fils voisins. Et parce que ces bobines étaient précisément accordées, il n'y avait presque aucune perte d'énergie, pas de chaleur, pas de bourdonnement, juste un transfert propre. C'est là que la magie, ou plutôt les mathématiques, opéraient. Le rotor du moteur, fabriqué à partir d'un alliage argent-aluminium, n'a pas été choisi seulement pour son apparence. Ce mélange à temps a été conçu pour réduire quelque chose appelé courant de Foucault, de petites boucles de résistance électrique qui consomment normalement de l'énergie dans des systèmes comme celui-ci. En utilisant un alliage de haute pureté et en verrouillant les composants avec de la résine pour éliminer les vibrations, l'équipe Liberty a réduit sa perte d'énergie au point que le rotor ne devenait même pas chaud pendant le fonctionnement. Et puis est venue la partie controversée. Certains spectateurs, en particulier des ingénieurs chevronnés, ont pointé du doigt le rapport entre la sortie et l'entrée et ont commencé à évoquer un terme, surunité. C'est le sujet délicat de la science, l'affirmation qu'une machine produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. La physique classique dit que c'est impossible, une violation de la première loi de la thermodynamique. L'énergie entrante doit être égale à l'énergie sortante, toujours, sans exception. Mais Tesla avait lui-même remis en question cette loi, non pas parce qu'il croyait à la magie, mais parce qu'il pensait que nous n'avions pas encore cartographié toutes les forces en jeu. Il parlait souvent d'énergie radiante, une sorte de champ ambiant et omniprésent qui entourait la Terre, invisible mais toujours disponible pour ceux qui pouvaient y accéder. Et maintenant, plus de 80 ans plus tard, le moteur Liberty dansait soit accidentellement, soit intentionnellement autour de ce concept même. Les sceptiques voulaient en des preuves, alors les ingénieurs leur ont donné plus de tests. Dans une autre démonstration, le moteur a été installé à côté d'un mur en béton d'un pied d'épaisseur. De l'autre côté, une rangée d'outils, de lumières et de dispositifs. Le moteur fonctionnait, sans être touché, et en quelques secondes, dès là, l'énergie a commencé à pulser à travers la barrière comme si elle n'était même pas là. Le mur ne bloquait pas le signal. Il n'absorbait pas l'énergie. Le moteur Liberty fournissait de l'énergie à travers un matériau solide, un exploit que la plupart des ingénieurs ont encore du mal à expliquer. Le cœur de la machine n'était pas un miracle de la science moderne. C'était des déchets, de vieilles pièces, des bobines rouillées, des aimants arrachés au micro-ondes. Et pourtant, il y avait quelque chose dans la façon dont tout cela était assemblé. Une précision troublante. Chaque composant était aligné avec le genre de soin obsessionnel qu'André avait autrefois mis dans des plans décolorés et des croquis, sur des serviettes d'hôtel. C'est ce qui rendait cette invention différente. Ce n'était pas une technologie d'1 milliard de dollars d'un laboratoire de Zurich. C'était de la poussière, de la sueur et des connaissances oubliées. Renaissant. Numéro 6. Controverse moderne. Et pourtant, même avec ces démonstrations, la réponse des géants de l'énergie du monde était calculée et silencieuse. Pas de communication, pas de défi public.
Puis les choses ont commencé à disparaître. Des plans ont disparu des forums, des files entiers effacés, des années de tests, des journaux, des schémas envolés. Des utilisateurs ont été bannis dans l'ombre, des messages non livrés. Dans certains cas, les appareils utilisés pour filmer les constructions ont été à distance bloqués. Caméra morte d'un téléphone coincé dans des boucles de démarrage infinies, sans code d'erreur, juste du silence. Au début, cela semblait aléatoire. Un bug technique, un mauvais coup. Mais ensuite, les murmures ont commencé. Les ingénieurs ont commencé à remarquer des motifs. Des permis retirés à la dernière seconde. Des invitations à des conférences soudainement rétractées. Des emails arrivant avec des NDA joints de sociétés que personne ne reconnaissait. Et puis les brevets, disparaissant plus vite qu'ils n'étaient soumis. Un groupe en Europe de l'Est a déposé une demande pour un dispositif de propulsion inductive non linéaire. 2 mois plus tard, ils ont reçu une lettre. Demande bloquée en raison de préoccupations d'intérêt national non divulguées. Pas d'appel, pas de clarification. Ça vous rappelle quelque chose ? Ça devrait. Parce que si cette machine fonctionnait, vraiment fonctionnait, alors il ne s'agissait pas seulement d'alimenter des lumières ou des outils. Il s'agissait de briser le réseau. Plus de charbon, plus de pétrole, plus de factures de services publics pour quelque chose qui coule déjà librement à travers la terre, le ciel et tout ce qui se trouve entre les deux. Mais à travers tout cela, le moteur Liberty continuait de ronronner. 1400 révolutions par minute, le moteur Liberty continuait de ronronner. 1400 révolutions par minute, 230 volts, 20 pieds d'énergie sans fil, tout était comptabilisé. Chaque bobine, chaque circuit, chaque impulsion de force invisible. Pas de tour de magie, pas d'excuses. Et ce n'était que le début. Numéro 7. Reconstruction moderne. Parce que le moteur Liberty n'était pas conçu pour gagner un argument. Il a été construit pour en remplacer un. Au début, les gens pensaient donc qu'il s'agissait simplement d'énergie hors réseau. Un réfrigérateur ici, une pompe là. Mais le timing était chirurgical. Nous sommes à une époque obsédée par les véhicules électriques. Neutralité carbone. Avancée en matière de batterie. Les gouvernements s'empressent de construire des fermes solaires de la taille de villes et des réseaux de recharge de VE qui s'étendent sur des nations. Mais que se passerait-il si nous n'avions besoin d'aucune de ces choses ? Et si tout cela, les batteries, les stations de recharge, les mines de lithium, n'étaient qu'un détour coûteux ? En ce moment, les VE sont le joyau de la couronne du progrès écologique. Mais personne n'aime parler du prix que nous payons pour les construire. Lithium, nickel, cobalt, extraits de mines qui marquent la terre, qui exploitent le travail, qui déclenchent des conflits géopolitiques. Et même une fois que ces métaux sont dans votre véhicule élégant et silencieux, il a toujours besoin du réseau, qui, soyons honnêtes, fonctionne encore à partir de combustibles fossiles dans la plupart des endroits. Le moteur Liberty ne se souciait d'aucune de ces choses. Il n'avait pas besoin de stations de recharge. Il n'avait pas besoin de minéraux rares. Il n'avait même pas besoin de soleil. Il tournait simplement un défi silencieux contre toute la façade de la technologie propre. Dès que quelqu'un l'a imaginé dans une voiture, la guerre des VE a commencé à ressembler à une antiquité. Pourtant, le mouvement continuait de croître. Parce que maintenant, il ne s'agissait pas seulement d'un moteur. Il s'agissait de l'idée, de la possibilité, du défi. C'est alors qu'un nom a commencé à apparaître encore et encore, Christian von Koenigsegg, l'homme qui avait déjà brisé les règles avec des moteurs sans arbre à cames, des systèmes de transmission sans engrenages et des hypercars hybrides qui ressemblaient à une technologie extraterrestre. Maintenant, des initiés disent bon sang qu'ils travaillent sur quelque chose de plus. Les dépôts de brevets ont laissé entrevoir des systèmes d'induction à fréquence variable et des générateurs basés sur des champs. Les ingénieurs sont devenus silencieux, les fournisseurs se sont tus. Et quelque part en Suède, un prototype d'hypercar aurait été vu en test fermé, un qui ne se branchait pas, ne se ravitaillait pas, et qui pourrait avoir un moteur Liberty ronronnant sous le capot. Si cela est vrai, Koenigsegg ne redéfinit pas seulement la vitesse, il redéfinit la puissance. Pourquoi payer par kilowatt lorsque votre voiture génère la sienne ? Pourquoi s'inquiéter de l'autonomie lorsque le moteur ne se vide jamais ? Pourquoi louer des batteries ou construire des réseaux de recharge lorsque vous pouvez éliminer complètement le besoin ? Et ce genre d'idée, ce genre d'indépendance est dangereux. Parce que pendant des décennies, l'énergie gratuite a été traitée comme une blague, une théorie du complot, une note de bas de page dans l'histoire des inventeurs ratés et des rêveurs de remèdes miracles. Mais soudain, ce n'est plus une blague. Soudain, les gens relantent le discours de Tesla sur l'énergie radiante à l'énergie du point zéro, une vraie force mesurée en physique quantique.
Même dans un vide où rien ne devrait exister, l'énergie demeure, pas une théorie, un fait. Mesuré à travers l'effet Casimir, deux plaques, quand séparées de quelques nanomètres, déplacées par des fluctuations invisibles dans l'espace vide, Tesla n'avait pas les mots pour cela, mais il savait que c'était là. Un hommage à Wardenclyffe. Avançons rapidement jusqu'en 2012. Le dessinateur et dévot de Tesla, Matthew Inman, mieux connu sous le nom de The Oatmeal, a lancé une campagne pour acheter le site original de Wardenclyffe. Son argument ? En faire un musée. Numéro 8. Un hommage. Une mémoire vivante de l'héritage de Tesla. L'objectif était modeste, mais le monde a répondu. Plus de 1 300 000 $ ont afflué. Elon Musk a même fait un don. Et comme ça, la terre où Tesla avait essayé de tout changer était entre les mains de personnes qui croyaient encore qu'il pouvait le faire. Au début, c'est resté calme. Plaques historiques, visites guidées, expositions scientifiques. Mais récemment, quelque chose a changé. Des personnes proches du site ont remarqué des livraisons d'équipements étranges, des permis de construction déposés sous des sociétés écrans que personne ne pouvait tracer. La sécurité a discrètement doublé. Et puis sont venus les murmures. Que peut-être, juste peut-être, quelqu'un à l'intérieur de Wardenclyffe faisait plus que rendre hommage au passé de Tesla. Il testait Panda et son avenir. Le fait que la Terre elle-même pourrait être le conduit, que l'énergie sans fil pourrait circuler à travers les océans, dans les maisons, dans les voitures. Pas de fils, pas de facture, pas de gardien. Aucune confirmation n'a été faite. Pas de démenti non plus. Mais si c'est vrai, cela bouclerait la boucle. Parce que la vision de Tesla n'a jamais été une question de gadget, c'était une question de liberté, de déverrouiller le genre de puissance que vous n'utilisez pas seulement, que vous possédez. Il a dit un jour, l'expansion de la civilisation peut être comparée à un feu. D'abord une faible étincelle, ensuite une flamme vacillante, puis un puissant brasier. Le moteur Liberty a commencé comme une lueur, une étincelle dans un sous-sol, un bourdonnement dans un garage poussiéreux. Mais maintenant, ça prend, ça accélère. Ça saute d'une construction à l'autre, d'un pays à l'autre. Et quand le pouvoir devient gratuit, ceux qui le détiennent le deviennent aussi. Alors maintenant, la vraie question n'est pas si le moteur Liberty fonctionne. C'est ceci. Qui est prêt à le laisser brûler ? Et que se passerait-il si l'énergie devenait vraiment gratuite ? Partagez vos pensées dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, assurez-vous d'être abonné. La prochaine découverte pourrait simplement réécrire l'histoire à nouveau.